José Frêche est avec nous pour le dictionnaire amoureux de la Chine chez Plomb. Bonjour, merci d'être avec nous sur ce plateau. J'ai l'impression, en feuilletant ce livre, plus de 1000 pages, que c'est une étape supplémentaire ou un aboutissement de tout ce travail que vous faites depuis des années sur la Chine, sur son histoire, sur son passé et sur son présent. Alors, c'est un dictionnaire amoureux, dans une collection qui s'appelle Dictionnaire amoureux. Dictionnaire et amoureux, c'est un peu un oxymore, c'est-à-dire un antagonisme. Pourquoi? Quand on est plongé dans les dictionnaires, c'est qu'on n'est pas amoureux? Non, c'est pas ça, mais c'est qu'un dictionnaire, c'est exhaustif, ça va de A à Z et on doit en principe donner des définitions de tous les mots qui existent. Alors que là, il s'agit en fait de prendre la Chine. C'est votre choix. Voilà, on la découpe comme si on découpait un gigot en rondelles, si j'ose dire. Et ensuite, à partir de là, on donne sa vision. Les auteurs de cette collection donnent leur vision de l'objet en question. Donc c'est ma vision de la Chine, depuis les origines de la Chine jusqu'à ce qu'est devenue la Chine aujourd'hui en 2014, c'est-à-dire un pays d'1,4 milliard d'habitants, la première puissance économique du monde, bientôt le plus grand exportateur de la planète et un pays hors norme puisque la Chine c'est un peu plus de 25 fois la population de la France. Donc c'est pour dire que nous sommes dans un monde qui est tout à fait différent du nôtre. Alors, amoureux, ça ne recouvre pas uniquement la dimension sensuelle, voire sexuelle. C'est amoureux, c'est toutes vos passions en fait. Voilà, c'est la curiosité, c'est-à-dire moi je suis un amoureux, en tout cas j'ai un intérêt pour la Chine depuis ma plus tendre enfance, puisque c'est lorsque j'ai reçu le Tintin et le Lotus Bleu, la bande dessinée, j'avais 7 ans à l'époque, et je ne connaissais absolument rien à cet univers, à la civilisation de la Chine, à la langue de la Chine, à la langue chinoise. Et mon intérêt est né lorsque j'étais enfant. Et ensuite, après mon bac, j'ai fait des études de chinois à l'université d'Aix-en-Provence, et également de l'histoire de l'art. J'ai travaillé au musée Guimet, qui est le plus grand musée asiatique hors de l'Asie. Donc la Chine ne vous a jamais quitté? La Chine ne m'a jamais quitté. J'ai voyagé pas mal en Chine. J'ai fait une quarantaine de voyages en Chine depuis que j'étudie le chinois. Et donc j'ai assisté, au fond, à l'évolution tout à fait extraordinaire de ce pays depuis une trentaine d'années. Un pays qui a une histoire très ancienne, puisque l'histoire de la Chine, elle remonte à 4500 ans environ. C'est avec la civilisation égyptienne l'une des plus anciennes civilisations du monde. La différence, c'est que l'Égypte pharaonique aujourd'hui, c'est un tas de ruines. L'Égypte d'aujourd'hui n'est plus pharaonique, alors que la Chine reste aujourd'hui, bien que ce soit une puissance économique, taoïste, confucéenne, bouddhiste. Et donc l'univers chinois est resté identique à celui qu'il était aux origines, avec évidemment à côté cet énorme développement économique qui fait que la Chine est devenue l'un des grands partenaires de la mondialisation. Alors la Chine, elle continue chez nous de faire un peu peur, parce que évidemment, vous le dites, c'est un univers qui est assez éloigné du nôtre culturellement. Est-ce que vous, dans les missions que vous êtes fixées, il y a cette envie de nous faire voir une autre Chine, de nous la faire aimer? La Chine fait peur depuis toujours. Parce que la Chine, elle intrigue. D'abord, la langue chinoise est une langue inaccessible à un occidental ou à quelqu'un qui a été élevé dans le cadre d'une langue alphabétique. Donc, c'est un monde étranger, c'est un monde lointain, c'est un monde que l'on ne connaissait pas parce que c'est resté très longtemps, pendant des millénaires, un monde fermé. Donc, il n'y avait guère que quelques marchands comme Marco Polo ou d'autres qui allaient en Chine et qui revenaient avec des récits plus ou moins fantasmagorique, imaginaire. Oui. Ensuite, à partir du 19e siècle, il y a eu ce qu'on a appelé le péril jaune, c'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de penseurs, en particulier en Allemagne, mais également en France, qui se sont imaginés que les Chinois, qui étaient déjà très nombreux, beaucoup plus nombreux que les Français, etc., allaient nous envahir pour en gros nous manger la laine sur le dos, pour employer une expression un peu triviale. Et aujourd'hui, c'est vrai que la Chine alors continue que c'est un à peu faire le contraire peur. qui s'est passé. Alors qu'à l'époque, effectivement, qui sont allés faire la guerre de l'opium et coloniser la Chine. Bon. Aujourd'hui, les choses sont effectivement assez complexes parce que la Chine, aujourd'hui, est accusée, en particulier, de désindustrialiser
les vieux pays européens comme la France, parce qu'elle est devenue effectivement l'atelier du monde, et la Chine fait peur. Elle fait peur, plus d'ailleurs sur un plan économique que sur un plan politique aujourd'hui. Et donc moi, au fond, la tâche que je me suis assignée, soit avec mes romans sur l'histoire de la Chine, soit justement avec ce dictionnaire amoureux, c'est d'essayer de faire comprendre aujourd'hui à mes contemporains ce qu'est la Chine, non pas forcément pour la faire aimer, je ne dis pas ça, mais je dis pour la faire découvrir et pour, au fond, à la fois se rendre compte que les Chinois sont des gens qui raisonnent d'un certain côté d'une manière très proche de la nôtre, mais qu'ils vivent d'abord dans un contexte qui est très différent parce qu'ils sont beaucoup plus nombreux que nous, et que de ce point de vue-là, c'est ce que je dis d'ailleurs dans mon introduction, les Chinois et la société chinoise, selon moi, préfigurent un peu ce que sera la société d'une manière générale, parce que la planète tend vers 9 milliards d'êtres humains, nous sommes aujourd'hui 7 milliards. Je crois que les problèmes que nous rencontrons, y compris en France, sont liés au fait que nous sommes beaucoup plus nombreux aujourd'hui que nous ne l'étions il y a 50 ans, voire évidemment 100 ans, et que de ce point de vue-là, les Chinois sont un peu aux avant-postes, parce qu'eux, ils sont très nombreux depuis très longtemps. Ils ont réussi quand même à s'organiser, même si c'est au prix d'une grande discipline et de valeurs qui sont des valeurs où on sacrifie tout ce qui est individualiste à la collectivité pour justement arriver à vivre ensemble en bonne intelligence lorsqu'on est extrêmement nombreux. Mais je pense que de ce point de vue-là, il y a des leçons à prendre chez les Chinois parce que nous sommes nous-mêmes, sociétés riches et peu nombreuses, confrontées à un certain nombre de problèmes qui sont liés justement à cette surpopulation démographique que la Chine, elle, connaît depuis des millénaires. Donc c'est l'une des raisons, effectivement. Elle a su s'adapter. Elle a su s'adapter, effectivement, avec un système très autoritaire, des valeurs qui ne sont pas les mêmes que les nôtres sur le plan de ce qu'on appelle les droits de l'homme. Mais je pense de ce point de vue-là d'ailleurs qu'il ne faut pas que l'Occident s'érige en donneur de leçons de ce point de vue-là, parce que nous avons la chance, nous, d'être dans des pays très développés, très riches, où la population est relativement peu nombreuse, et de ce point de vue-là, nous sommes confrontés à une situation que nous n'avons jamais connue et pour laquelle, je pense, nous serons obligés d'inventer des solutions nouvelles, et ces solutions, et je pense qu'il faut effectivement aller voir un peu ce qui se passe en Chine pour ensuite les adapter au contexte qui est le nôtre aujourd'hui. Alors, si vous deviez choisir un mot ou un personnage, une des définitions dans votre livre, vous iriez vers laquelle ? Écoutez, dictionnaire amoureux, on va je dire amour. Hein. Bon. Eh oui. Donc, c'est quoi l'amour en Chine ? L'amour en Chine, déjà, ce qu'il faut se dire, c'est que si les Chinois sont les plus nombreux sur Terre, c'est que... C'est bien qu'ils ont su faire l'amour à un moment. C'est qu'ils ont su, il y a une dizaine de milliers d'années ou 20 000 ans, je pense qu'à la fois faire l'amour très souvent, et puis garder les enfants, et avoir, pour des raisons à la fois climatiques, génétiques, une fécondité, un taux de fécondité qui était très supérieur à ceux des autres peuples. Donc, aujourd'hui, il y a vous savez, le problème de l'enfant unique. Hein, donc, le gouvernement chinois a été obligé de mettre en place une politique coercitive pour éviter qu'il soit aujourd'hui 1,7 milliard, tout simplement. Et maintenant, d'ailleurs, de nouveau obliger les familles à avoir 2 enfants, après leur avoir interdit d'en avoir plus d'un. Mais lorsqu'on se plonge dans les grands textes confucéens de 1000 ans avant Jésus-Christ, il y a véritablement ce qu'on appelait des manuels de la chambre à coucher. Donc le yin et le yang, c'est quand même le rapport entre le masculin et le féminin. Donc tout ce qui est harmonie, relation entre l'homme et la femme joue un rôle essentiel dans la culture chinoise. Et je renvoie le lecteur à cette rubrique amour et il verra un petit Dictionnaire amoureux de la Chine. Voilà. Joseph Resch, on peut citer aussi quand les Chinois cesseront de rire, le monde pleurera. Et puis il y a également un travail sur Confucius, sur Bouddha, etc. Merci beaucoup Joseph Resch. Merci à vous d'être venu jusqu'à nous.